Elle a pris soin de son voisin grincheux pendant 15 ans. Puis la police a frappé avec un testament choquant. Bon retour, et profitez de l'histoire. Personne dans le quartier ne comprenait pourquoi Fléna, une femme discrète d'une soixantaine d'années, passait tous les après-midi à pousser le portail rouillé de cette maison lugubre d'à côté. À l'intérieur vivait Madame Samona, une femme âgée plus connue pour ses grimaces que pour ses conversations. Elle n'avait pas d'amis, pas de visite familiale, personne, sauf Fléna. Pendant 15 ans, Fléna avait lavé ses draps, préparé ses repas, nettoyé les pièces assombries et l'avait aidé à prendre ses médicaments. Samona disait rarement merci. Elle se plaignait de la nourriture, grognait pendant les toilettes à l'éponge et accusait Fléna de déplacer ses affaires. Pourtant, Fléna revenait, chaque jour sans exception. Les gens chuchotaient dans son dos. Elle doit être payée. Peut-être qu'elle vise la maison. Mais la vérité était plus simple et bien plus douloureuse. Fléna savait ce que c'était, que d'être oubliée. Des années auparavant, elle avait perdu son mari dans un accident. Son fils unique avait déménagé dans un autre pays et avait progressivement cessé d'appeler. Sa vie était devenue une longue et silencieuse routine d'absence. Puis un jour, elle entendit Samona crier de l'intérieur de la maison. Les gens passaient, faisant semblant de ne pas remarquer. Pas Fléna. Elle courut à l'intérieur, trouva Samona par terre et appela à l'aide. Ce moment changea tout. À partir de ce jour, elle commença à lui rendre visite quotidiennement. Ce n'était pas facile. Samona était difficile, en colère, et ne baissait jamais sa garde. Mais Fléna restait, non par devoir ou par pitié, mais parce qu'elle voyait une âme plus solitaire que la sienne. Parfois, elle restait assise, en silence. Parfois, Fléna lisait à haute voix. Rarement, Samona marmonnait des souvenirs, d'un frère qu'elle avait eu autrefois ou d'un jardin qui lui manquait. Dans ces rares fragments, Fléna découvrait des morceaux de la femme que Samona avait été autrefois, quelqu'un de brisé, mais d'humain. Les matins de Paris étaient souvent froids, surtout dans ce quartier de Montmartre, où les ruelles pavées retenaient l'humidité plus longtemps qu'ailleurs. Fléna se préparait toujours méticuleusement avant de traverser la rue qui séparait son petit appartement de la maison délabrée de Samona. Elle choisissait soigneusement ses vêtements, non par vanité, mais par respect pour cette femme qui, malgré son amertume évidente, avait probablement connu des jours meilleurs. Ce jour-là, Fléna arriva avec un petit pot de confiture de fraise qu'elle avait préparé la veille. La porte de Samona, comme toujours, résista un peu avant de s'ouvrir dans un grincement. « Encore vous » marmonna Samona depuis son fauteuil près de la fenêtre. Ses cheveux blancs, fins comme du coton, formaient un halo désordonné autour de son visage ridé. « Bonjour à vous aussi, Madame Samona » répondit Fléna avec un sourire patient. « J'ai apporté de la confiture fraîche. » Samona plissa les yeux. La dernière fois, elle était trop sucrée. Fléna posa le pot sur la table et commença à ouvrir les rideaux. « J'ai mis moins de sucre cette fois-ci, comme vous l'aviez demandé. » Le soleil révéla une pièce figée dans le temps. Des meubles anciens, couverts de poussière, des photos jaunies dans des cadres ternis, et partout, cette odeur de renfermé que Fléna combattait jour après jour. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine étroite, Fléna contemplait sa propre vie à travers la fenêtre qui donnait sur son appartement de l'autre côté de la rue. Depuis la mort de Joseph, son mari, la solitude l'avait enveloppée comme un manteau trop lourd à porter. Leur fils, Mathieu, avait déménagé au Canada, promettant des appels réguliers qui s'étaient espacés jusqu'à devenir occasionnels, puis rares. Les cartes d'anniversaire s'étaient transformées en messages textes courts, puis en simples notifications sur les réseaux sociaux. Elle retourna auprès de Samona avec un plateau. « Vous avez reçu des nouvelles de votre fils ?» demanda soudainement Samona, prenant Fléna au dépourvu. « Non, pas cette semaine », répondit Fléna, étonnée que Samona s'en souvienne ou s'en soucie. « Les enfants, soupira la vieille femme. Ils partent tous, c'est leur nature. » Fléna disposa soigneusement la tasse de thé et les tartines sur la petite table à côté du fauteuil. « Oui, mais ils gardent toujours une place dans notre cœur. »
Le cœur, renifla Samona avec dédain. Un muscle qui pompe du sang, rien de plus. Mais Fléna avait appris à voir au-delà des mots durs. Dans les yeux de Samona, pendant un bref instant, elle avait aperçu quelque chose qu'elle connaissait, bien la douleur de l'abandon. Tous les après-midi, c'était la même routine. Fléna aidait Samona à se laver, changeait ses draps, nettoyait la maison, préparait les repas pour la journée suivante. Et chaque jour, Samona trouvait quelque chose à critiquer. L'eau trop chaude, les draps mal tendus, la poussière sous un meuble que Fléna avait manqué. « Pourquoi continuez-vous à venir ?» demanda un jour Samona, alors que Fléna lui brossait les cheveux avec une douceur que personne ne lui avait témoignée depuis des décennies. Fléna réfléchit un moment. « Parce que chacun mérite d'être vu, Madame Samona. Vraiment vu. Vous perdez votre temps, » murmura Samona, mais elle ne retira pas sa tête des mains de Fléna. Ce soir-là, en retournant chez elle, Fléna croisa Madame Beaufort, la boulangère qui vivait au bout de la rue. « Toujours à vous occuper de la vieille sorcière ?» demanda-t-elle avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. « Madame Samona n'est pas une sorcière, » répondit doucement Fléna. « Elle est juste insupportable, ingrate, méchante, » suggéra Madame Beaufort. « Seule, » conclut Fléna, « terriblement seule. » La boulangère secoua la tête. « Vous avez un cœur trop grand, Fléna, mais prenez garde qu'il ne vous brise. » Fléna sourit poliment et continua son chemin. Elle n'avait pas besoin d'expliquer que son cœur était déjà brisé et que d'une certaine façon, s'occuper de Samona l'aidait à rassembler les morceaux. Dans son appartement modeste mais chaleureux, Fléna s'assit devant l'album photo qu'elle n'avait pas d'ouvert depuis longtemps. Les images de Joseph, avec son sourire franc et ses yeux pétillants, lui serrèrent la gorge. Les photos de Mathieu enfant, puis adolescent, et enfin jeune homme sur le point de partir, racontaient une histoire de joie et de pertes entrelacées. Son téléphone ne sonnait presque jamais. Les amis s'étaient éloignés, naturellement, comme l'eau qui trouve toujours son chemin vers d'autres rivières. La solitude avait pris leur place, s'installant confortablement dans les coins de sa vie. Pourtant, étrangement, depuis qu'elle s'occupait de Samona, cette solitude semblait moins écrasante, comme si, en reconnaissant celle d'une autre personne, elle avait allégé le poids de la sienne. Le lendemain, Fléna se réveilla avec une idée. Elle se rendit au marché et acheta des tulipes rouges, les premières du printemps. Samona n'avait jamais exprimé d'intérêt pour les fleurs, mais Fléna avait remarqué que son regard s'attardait parfois sur le petit jardin de la maison d'en face. Quand elle les disposa dans un vieux vase qu'elle avait déniché au fond d'un placard, Samona ne dit rien. Mais Fléna la surprit plus tard à toucher doucement un pétale du bout des doigts quand elle pensait que personne ne regardait. Les baquins. Semaines passèrent, se transformant en mois, puis en années. La routine restait la même, mais quelque chose avait changé, imperceptiblement. Les critiques de Samona étaient devenues moins acerbes, ses silences moins hostiles. Elle ne remerciait toujours pas Fléna, ne montrait toujours pas de signes évidents d'affection. Mais parfois, quand Fléna lisait à voix haute les nouvelles du journal, Samona posait une question qui révélait qu'elle écoutait vraiment. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Montmartre, Samona fit quelque chose d'extraordinaire. Alors que Fléna lui préparait son thé, elle murmura « Mon frère s'appelait Antoine ». Fléna se figea, tasse en main, n'osant pas bouger de peur de briser ce moment rare. « Il aimait les bateaux », continua Samona, sa voix à peine audible. « Il en fabriquait des petits en papier et les faisait naviguer dans les caniveaux après la pluie. » Fléna s'approcha lentement et s'assit en face d'elle. Il avait l'air d'être un garçon créatif. Samona hocha la tête, son regard perdu quelque part dans un passé lointain. Il l'était, jusqu'à ce que la guerre le prenne. Fléna ne demanda pas quelle guerre. Cela n'avait pas d'importance. La perte était la même, quelle que soit l'époque. « J'avais aussi un jardin avant », ajouta Samona après un long silence. « Des rosiers grimpants et des pivoines. Ma mère disait que j'avais des doigts verts. » Cette nuit-là, Fléna ne put s'empêcher de pleurer.
Non pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, Samona lui avait offert un fragment de son âme, un petit morceau de la personne qu'elle avait été avant que la vie ne l'endurcisse. Les années continuaient à passer. Le quartier changeait. De nouveaux commerces ouvraient, des familles déménageaient, d'autres arrivaient. La constante était Fléna, traversant la rue chaque jour, poussant le portail rouillé avec une détermination tranquille. Puis, un matin d'hiver particulièrement froid, Fléna trouva Samona différente. Assise dans son fauteuil, elle semblait plus petite, plus fragile, comme si une partie d'elle s'était déjà détachée de ce monde. « Madame Samona, vous ne vous sentez pas bien ?» demanda Fléna, l'inquiétude tintant sa voix. Samona la regarda avec une clarté soudaine. « Je suis fatiguée, Fléna, juste fatiguée. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Fléna appela le médecin qui diagnostiqua une pneumonie et prescrivit des antibiotiques. Pendant les jours qui suivirent, elle ne quitta presque pas le chevet de Samona, dormant sur un fauteuil inconfortable, se réveillant au moindre bruit pour vérifier que la vieille dame respirait toujours. Une nuit, alors que la fièvre de Samona avait légèrement baissé, elle ouvrit les yeux et fixa Fléna. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Fléna comprit la question sans avoir besoin de précision. Pourquoi rester? Pourquoi se soucier? Pourquoi moi? Parce que chaque vie compte, Madame Samona. La vôtre compte. Samona ferma les yeux et Fléna crut voir une larme glisser le long de sa joue ridée. Malgré les soins de Fléna et les médicaments, l'état de Samona se détériora. Son corps frêle luttait, mais ses forces diminuaient chaque jour. « Vous devriez appeler votre fils », murmura Samona un soir, surprenant encore une fois Fléna. « Il est très occupé », répondit Fléna, incapable de cacher la douleur dans sa voix. « Appelez-le », insista Samona. « Les regrets sont des compagnons terribles dans la vieillesse. » Cette nuit-là, Fléna composa le numéro de Mathieu. Quand il répondit, sa voix semblait venir d'un autre monde, d'une vie qu'elle avait presque oubliée. « Maman, tout va bien ?» Et soudain les mots se bousculèrent. Elle lui parla de Samona, de ses journées à s'occuper d'elle, de la solitude qu'elle partageait sans jamais vraiment l'admettre. Elle lui raconta les tulipes rouges, le frère qui aimait les bateaux en papier et le jardin aux rosiers grimpants. Mathieu l'écouta en silence, puis dit simplement « Je suis désolé, maman, j'aurais dû être plus présent. »« Tu as ta vie, mon fils, c'est normal. »« Non, » répondit-il fermement. « Ce n'est pas normal d'oublier ce qu'on aime. Je vais venir te voir, bientôt. » Quand Fléna raccrocha, elle trouva Samona éveillée, la regardant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sans jugement, sans amertume. Juste, une reconnaissance tranquille. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours qui suivirent furent difficiles. La respiration de Samona devenait de plus en plus laborieuse et Fléna savait que la fin approchait. Elle avait vu cette lueur particulière dans les yeux des mourants lorsqu'elle avait accompagné Joseph dans ses derniers moments. Cette lumière qui semblait déjà contempler un autre monde. Un après-midi, alors que la pluie battait contre les vitres, créant une mélodie mélancolique, Samona fit signe à Fléna de s'approcher. « Dans le secrétaire, » murmura-t-elle, « le tiroir du haut. Il y a une clé. » Fléna obéit, trouvant une petite clé en laiton terni. Elle ouvre la commode de ma chambre. 3e tiroir. Dans ce tiroir, Fléna découvrit une boîte en bois sculptée. À l'intérieur, des photos anciennes, des lettres jaunies et un petit carnet relié en « Queer, mon journal », expliqua Samona. « Lisez-le. Après. » Fléna hocha la tête, comprenant l'importance de cette confiance accordée si tardivement. Cette nuit-là, Samona sembla rassembler ses dernières forces. Dans un moment de lucidité surprenante, elle fixa Fléna et dit « Vous étiez là quand personne d'autre ne l'était. » Fléna prit sa main ridée. « Et je serai là jusqu'au bout. » Samona ferma les yeux. « J'ai été difficile. Vous avez été vous-même, » répondit doucement Fléna. « C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. » Un faible sourire apparut sur les lèvres de Samona, peut-être le premier que Fléna ait jamais vu. Puis elle s'endormit.
sa respiration un peu plus paisible. Au petit matin, Fléna se réveilla, en sursaut. Quelque chose avait changé dans la pièce, le silence. Un silence différent de tous ceux qu'elle avait partagés avec Samona. Elle sut, avant même de toucher la main froide de la vieille dame, que Samona était partie. Partie dans son sommeil, sans bruit, sans drame, comme elle avait vécu. Fléna ne pleura pas immédiatement. Elle resta assise auprès de Samona, lui tenant la main, alors que la lumière du jour commençait à filtrer à travers les rideaux. Elle lui parla, lui racontant des souvenirs de leurs années ensemble, les petits moments qui avaient construit leur étrange relation. « Reposez en paix, Madame Samona, murmura-t-elle finalement. Vous n'êtes plus seule maintenant. Ce n'est qu'après avoir appelé le médecin, après que le corps de Samona ait été emmené, que Fléna s'autorisa à pleurer. Des larmes silencieuses qui coulaient pour une femme que personne n'aurait pensé digne d'être pleurée. Des larmes pour une amitié qui n'avait jamais dit son nom, mais qui avait existé malgré tout. Les funérailles de Samona furent simples. Fléna était la seule personne présente, avec le prêtre qui récitait des prières pour une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Le ciel était d'un bleu presque cruel, le vent froid. Fléna déposa une rose blanche sur le cercueil avant qu'il ne descende dans la terre. Elle pleura, non pas pour ce qu'elles avaient partagé, mais pour tout ce qui aurait pu être si les circonstances avaient été différentes, si la vie avait été plus clémente avec Samona, si elle avait trouvé plus tôt quelqu'un qui la voit vraiment. De retour à son appartement, Fléna s'assit près de la fenêtre, contemplant la maison, maintenant vide de l'autre côté de la rue. Elle se demanda ce qui arriverait à cette demeure délabrée, chargée de souvenirs tristes et de rares moments de grâce. Elle prit le journal de Samona, hésitant avant de l'ouvrir. C'était comme violer une intimité, même avec la permission accordée. Pourtant, elle sentait que c'était important, que Samona avait voulu qu'elle comprenne. Les premières pages racontaient l'histoire d'une jeune femme pleine d'espoir et d'ambition. Samona avait été pianiste, avait voyagé, avait aimé. Il y avait des passages sur son frère Antoine, si brillant et si gentil, emporté par la guerre. Sur ses parents, stricts mais aimants à leur façon. Puis le ton changeait. Un fiancé, parti avec une autre, une carrière musicale brisée par un accident qui avait endommagé sa main droite. Des amis qui s'éloignaient lentement, l'isolement qui s'installait, la colère qui grandissait comme une mauvaise herbe, étouffant tout le reste. Fléna tournait les pages, le cœur serré, découvrant la femme que Samona avait été avant, de devenir celle qu'elle avait connue. Et puis, vers la fin du journal, elle trouva son nom. Cette femme, Fléna, est revenue aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Je l'ai traitée comme je traite tout le monde, avec méfiance et dureté. Pourtant, elle est revenue, avec de la soupe et des draps propres. Je lui ai dit que la soupe était trop salée. Elle a simplement souri et promis d'en faire une autre, demain. D'autres entrées suivaient, s'étalant sur les années de leur relation. Samona y décrivait Fléna avec un mélange d'irritation et de curiosité qui se transformait progressivement en respect réticent, puis en quelque chose qui ressemblait presque à de l'affection. Elle a apporté des tulipes aujourd'hui, rouges comme celles que ma mère cultivait. Je n'ai rien dit, mais elle a dû voir mon visage changer. Elle voit toujours tout, cette femme. C'est agaçant et réconfortant, d'une manière que je ne peux pas m'expliquer à moi-même. La dernière entrée datait de quelques mois auparavant. Je sens que mon temps est compté. Mon corps me trahit un peu plus chaque jour. Curieusement, je n'ai pas peur, pas autant que je l'aurais imaginé, peut-être parce que je sais que je ne serai pas seul à la fin. Elle sera là. Fléna sera là comme elle l'a toujours été. J'ai pris des dispositions. Elle ne le sait pas, mais j'ai vu sa gentillesse quand personne d'autre ne la voyait. J'ai vu sa solitude qui reflétait la mienne. Deux âmes abandonnées qui se sont trouvées trop tard pour vraiment se connaître, mais juste à temps pour ne pas finir complètement seules. Je n'ai jamais été doué pour exprimer mes sentiments. Les mots gentils se coincent dans ma gorge, comme des arêtes de poisson. Mais j'ai trouvé un autre moyen de lui dire merci, un moyen qu'elle découvrira quand je ne serai plus là pour voir sa surprise. Fléna ferma le journal, les larmes aux yeux.
Elle n'avait jamais espéré de reconnaissance, jamais attendu de remerciement. Savoir que Samona avait compris, qu'elle avait vu au-delà de sa propre amertume pour reconnaître leur connexion, était plus que suffisant. 2 semaines plus tard, alors que Fléna préparait son thé du matin, elle entendit frapper à sa porte, c'était la police. « Fléna Tartinez ?» demanda l'officier, un homme d'âge moyen au regard sérieux. « Oui », répondit-elle avec prudence, sentant son cœur s'accélérer. « Nous sommes ici concernant la succession de Samona Tantos. Pouvons-nous entrer ?» Succession. Pourquoi la police viendrait-elle pour cela? Les 2 policiers s'assirent dans son petit salon, tandis que Fléna leur servait du thé avec des mains, légèrement tremblantes. « Madame Tartinez ?» commença l'officier, « nous sommes venus vous informer que Madame Tantos a fait de vous sa légataire universelle. » Fléna faillit lâcher la tasse qu'elle tenait. « Pardon ? Elle vous a tout laissé, la maison, ses économies et un héritage assez conséquent dont vous n'aviez probablement pas connaissance. » Le monde semblait tourner autour d'elle. Un héritage? Samona? Le 2e officier, une femme au visage bienveillant, hocha la tête. Madame Tantos venait d'une famille aisée. Son père était un industriel qui a fait fortune dans l'après-guerre. Elle a vécu modestement par choix, mais sa fortune est restée intacte. Et maintenant, elle vous appartient. Fléna s'assit lourdement. Je ne comprends pas. Il y a aussi ceci, ajouta l'officière en lui tendant une enveloppe. Elle a laissé des instructions spécifiques pour que cela vous soit remis personnellement. Avec des doigts maladroits, Fléna ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre manuscrite. Je n'ai jamais été gentille. Je ne savais pas comment faire. Mais vous m'avez traité comme si j'étais importante, même quand je ne le méritais pas. Vous êtes la seule personne qui soit restée, la seule qui n'ait pas détourné le regard. Je n'ai jamais dit merci, mais je l'ai ressenti. Prenez ce que je vous laisse, et sachez que vous m'avez sauvé. Je n'étais pas seul à la fin, et c'était grâce à vous. Fléna ne pouvait pas parler. Elle serra simplement la lettre contre sa poitrine et sanglota. Pas pour l'argent, pas pour la maison, mais parce que, après toutes ces années de silence et de froideur, quelqu'un avait vu son cœur, quelqu'un avait compris son amour. Quand les policiers partirent, promettant de revenir avec le notaire pour les formalités, Fléna resta longtemps assise à contempler la lettre. Les mots simples, mais profonds de Samona résonnaient en elle, comme une mélodie longtemps oubliée qui refait surface dans la mémoire. Ce soir-là, son téléphone sonna. C'était Mathieu. « Maman, je voulais te dire, j'ai pris des billets. J'arrive la semaine prochaine, avec Sophie et les enfants. » Fléna sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Depuis combien de temps n'avait-elle pas vu ses petits-enfants? Depuis combien de temps n'avait-elle pas serré son fils dans ses bras? « C'est merveilleux, mon chéri, » murmura-t-elle. « Je vais avoir beaucoup à vous raconter, un moment puissant avant la révélation au prochain chapitre. » Les yeux de Fléna se remplissent de larmes alors qu'elle tient la lettre contre son cœur. « Comment puis-je accepter tout cela ?» murmure-t-elle, déchirée entre la gratitude et la culpabilité de recevoir tant d'une femme qui semblait n'avoir rien à donner. Ce que Fléna ignore encore, c'est que le véritable héritage de Samona va bien au-delà de la propriété et de l'argent. Quelque chose qui changera sa vision de leur relation, pour toujours. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de paperasse. Le notaire, un homme petit à lunettes rondes, expliqua patiemment à Fléna l'étendue de ce que Samona lui avait légué, non seulement la maison et ses économies, mais aussi des investissements, des comptes bancaires dont Fléna n'aurait jamais soupçonné l'existence, et même une collection d'art modeste mais de valeur. Madame Tantos a préparé ce testament il y a près de 10 ans, expliqua le notaire, et elle l'a réaffirmé chaque année sans jamais y apporter de modification. 10 ans. Cela signifiait que Samona avait pris cette décision alors qu'elle ne se connaissait que depuis 5 ans, quand la vieille dame était encore particulièrement difficile et amère. Elle était plus prévoyante que je ne l'aurais imaginé,
murmura Fléna. Le notaire sourit doucement. Elle était très claire sur ses intentions, Madame Tartinez. Elle voulait que vous soyez à l'abri du besoin pour le reste de vos jours. En signant les papiers qui faisaient officiellement d'elle une femme riche, Fléna se sentait étrangement détachée. L'argent n'avait jamais été une motivation pour elle. Ce qui la touchait profondément, c'était la reconnaissance de Samona, cette connexion silencieuse qu'elle avait finalement acceptée et honorée. Quand Mathieu arriva avec sa famille, Fléna les accueillit dans son petit appartement avec une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sophie, sa belle-fille, l'embrassa chaleureusement. Les enfants, Léa et Thomas, l'enlacèrent avec l'enthousiasme débordant de la jeunesse. « Grand-mère, tu nous as manqué !» s'exclama Léa, ses 8 ans rayonnant d'innocence. « Vous m'avez manqué aussi, mes trésors !» répondit Fléna, savourant leur présence comme un cadeau. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Fléna raconta toute l'histoire à Mathieu et Sophie. Les années passées auprès de Samona, leur relation complexe et l'héritage inattendu. « Je ne sais pas quoi faire de tout cet argent, » admit-elle. « Ce n'est pas ce que je cherchais en m'occupant d'elle. » Mathieu prit la main de sa mère. « Je sais, maman, c'est pour ça que tu le mérites. »« Qu'allez-vous faire de la maison ?» demanda Sophie avec curiosité. Fléna regarda par la fenêtre, observant la vieille bâtisse de l'autre côté de la rue. Une idée germait dans son esprit, une idée qui aurait sans doute horrifié Samona, mais qui, paradoxalement, aurait honoré ce qu'elle avait appris à comprendre sur la solitude et la connexion humaine. « Je crois que je vais la transformer, » répondit lentement Fléna, « en quelque chose que Samona aurait détesté, mais dont elle avait besoin, une bibliothèque communautaire et un café pour les personnes âgées. » Mathieu sourit, reconnaissant dans cette décision la générosité qui avait toujours caractérisé sa mère. « Elle aurait fait une grimace terrible, » rit Fléna doucement. « Mais je pense qu'une partie d'elle aurait compris. » Dans les semaines qui suivirent, le projet prit forme. Fléna engagea des architectes pour rénover la maison tout en préservant son caractère d'origine. Les murs sombres furent peints en couleurs chaudes, les fenêtres élargies pour laisser entrer plus de lumière. Le jardin, longtemps négligé, fut défriché et replanté avec des rosiers grimpants, semblables à ceux que Samona avait décrits dans son journal. Au fil des travaux, Fléna découvrit des trésors cachés dans la maison, des partitions de musique annotées de la main de Samona, des lettres jamais envoyées, des photographies jaunies où une jeune femme au sourire timide se tenait devant un piano. Elle les conserva précieusement, décidant d'en faire une petite exposition dans un coin de la bibliothèque, un témoignage de la vie complexe et souvent douloureuse de la femme qui avait possédé ces lieux. « Tu crois qu'elle aurait approuvé ?» demanda Mathieu un jour, alors qu'il supervisait l'installation des étagères. Fléna réfléchit avant de répondre. « Non. Et oui, elle n'aurait jamais admis approuver quoi que ce soit qui implique des gens, du bruit, de la vie. Mais je crois qu'une partie d'elle, celle qu'elle gardait soigneusement cachée, aurait été touchée. » À mesure que la transformation avançait, le quartier commença à s'intéresser au projet. Des voisins qui n'avaient jamais adressé la parole à Samona, qui avait chuchoté derrière le dos de Fléna pendant des années, venaient maintenant proposer leur aide. Certains offraient des livres pour la future bibliothèque, d'autres des meubles ou simplement leur temps. « C'est étrange », confia Fléna à Madame Beaufort, la boulangère qui l'avait autrefois mise en garde contre son dévouement envers Samona. De son vivant, cette maison était comme une île isolée. Maintenant, elle rassemble les gens. Madame Beaufort hocha la tête. Peut-être que c'est sa façon de se faire pardonner son isolement. Fléna sourit. Ou peut-être que c'est sa façon de nous pardonner de l'avoir laissée seule. Le jour de l'inauguration de la lumière de Samona arriva enfin. Fléna avait choisi ce nom avec soin, un hommage à la lueur qu'elle avait parfois aperçue dans les yeux de la vieille dame, quand les défenses tombaient momentanément. Le ruban fut coupé par Léa et Thomas, les petits-enfants de Fléna, symbolisant le pont entre les générations que ce lieu espérait créer. Les habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, affluèrent, curieux de découvrir la transformation de cette maison autrefois sinistre.
L'intérieur était méconnaissable. Le rez-de-chaussée abritait maintenant un café chaleureux aux tables en bois et aux fauteuils confortables. Des étagères remplies de livres tapissaient les murs. À l'étage, plusieurs petits salons avaient été aménagés, un pour la lecture silencieuse, un autre pour les discussions de groupe, un troisième équipé d'un piano, en hommage au talent perdu de Samona. Dans un coin discret du café, derrière, une vitre protectrice, se trouvait l'exposition consacrée à Samona. Fléna y avait disposé les photographies, les partitions, quelques extraits choisis du journal, soigneusement sélectionnés pour respecter l'intimité de Samona, et la lettre qu'elle lui avait laissée. Au-dessus, une plaque simple indiquait « Samona Tantos, 1923-2022 ». Les apparences trompent souvent. Derrière chaque personne difficile se cache parfois une âme qui a trop souffert pour se souvenir comment aimer. Les gens venaient, des veuves, des hommes discrets sans famille, des grands-mères au cœur lourd, et ils trouvaient de la chaleur dans ce lieu qui avait autrefois abrité l'amertume. As-tu déjà connu quelqu'un comme Samona? Quelqu'un dont l'extérieur dur cachait peut-être une âme blessée? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Fléna s'asseyait près de la fenêtre chaque matin, lisant un livre usé, sirotant son thé et souriant au rire qui résonnait désormais dans ses murs. Parfois, elle croyait apercevoir l'ombre de Samona dans un coin, l'observant avec une expression indéchiffrable. Non pas un fantôme, mais un souvenir, une présence persistante dans un lieu qu'elle avait imprégné de sa solitude pendant si longtemps. Mathieu et sa famille prolongèrent leur séjour, puis finirent par décider de revenir s'installer en France. Le Canada était une belle expérience, expliqua-t-il à sa mère, mais il est temps pour nous de rentrer à la maison. Fléna ne cacha pas sa joie. Avoir son fils et ses petits-enfants près d'elle était un bonheur qu'elle n'avait plus osé espérer. Le petit appartement de l'autre côté de la rue resta le domicile de Fléna. Elle n'avait pas voulu emménager dans la maison de Samona, préférant que celle-ci devienne véritablement un espace communautaire. Mais la distance émotionnelle, qui l'avait séparée de sa famille pendant tant d'années, s'était enfin comblée. Un après-midi de printemps, alors que les tulipes rouges qu'elle avait plantées dans le jardin commençaient à fleurir, Fléna reçut une lettre inattendue. L'expéditeur était un cabinet de notaire britannique qu'elle ne connaissait pas. La lettre commençait formellement, expliquant qu'ils avaient été chargés par un certain monsieur Richard Tantos de la contacter. Richard Tantos. Le nom fit tressaillir Fléna. Tantos, comme Samona. En poursuivant sa lecture, elle découvrit que Richard était le fils d'Antoine, le frère de Samona, ce frère qu'elle croyait mort à la guerre. Antoine avait survécu, mais avait été fait prisonnier et envoyé dans un camp en Allemagne. Après sa libération, traumatisé et désorienté, il s'était installé en Angleterre, pensant que toute sa famille avait péri dans le conflit. Ce n'est que récemment, en faisant des recherches généalogiques, que Richard avait découvert l'existence de sa tante Samona. Trop tard pour la rencontrer de son vivant, mais pas trop tard pour connaître son histoire. Nous avons appris que vous étiez proche de ma tante dans ces dernières années, écrivait Richard en conclusion. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, si vous le permettez, pour en savoir plus sur elle. Fléna porta une main à sa bouche, émue au-delà des mots. Samona avait toujours cru que son frère était mort. Elle avait vécu toute sa vie avec cette conviction, ce deuil jamais vraiment surmonté. Et maintenant, Fléna découvrait qu'Antoine avait survécu, qu'il avait eu un fils, qu'une partie de Samona existait encore dans ce monde. Elle répondit immédiatement, invitant Richard à venir quand il le souhaiterait. Puis, elle se rendit à la lumière de Samona, s'assit devant l'exposition consacrée à la vieille dame et pleura doucement. Des larmes de joie mêlées de tristesse pour cette femme qui n'avait jamais su que son frère bien-aimé avait survécu, qui était morte en croyant avoir tout perdu. « Vous voyez, Madame Samona, » murmura-t-elle, « les histoires ne se terminent jamais vraiment comme on le pense.
Quelques semaines plus tard, Richard Tantos arriva à Paris. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au visage marqué par la vie. Mais ce qui frappa Fléna immédiatement, ce furent ses yeux. Les mêmes que ceux de Samona, d'un bleu profond et pénétrant. Leur rencontre eut lieu à la lumière de Samona. Richard observa avec émotion les photographies de sa tante jeune, toucha du bout des doigts les partitions annotées de sa main. « Elle était pianiste, dit-il doucement. Mon père aussi aimait le piano. Il disait que la musique était la seule chose qui l'aidait à oublier le camp. » Fléna lui montra alors quelque chose qu'elle n'avait pas inclus dans l'exposition, le journal intime de Samona. « Elle me l'a donné avant de mourir, » expliqua-t-elle. « Je pense qu'elle aurait voulu que vous le lisiez aussi. » Richard prit le journal avec révérence. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir connaître un peu cette tante dont je n'ai appris l'existence que trop tard. » Ils passèrent la journée ensemble, Fléna racontant ses années auprès de Samona, Richard partageant ce qu'il savait de la vie de son père après la guerre. Deux pièces d'un puzzle familial, séparées par le temps et les circonstances, enfin réunies. « Mon père n'a jamais cessé de chercher sa famille, » confia Richard. Mais après la guerre, les registres étaient en désordre, les informations contradictoires. Il a fini par accepter ce que les autorités lui avaient dit, que tous les siens avaient péri. Et Samona pensait la même chose de lui, soupira Fléna. Quelle tragédie qu'il n'ait jamais su la vérité. Richard hocha la tête. Mais il y a aussi une sorte de beauté dans tout cela, non? Que leur vie ait été parallèle sans qu'ils le sachent. Que même séparés, ils aient gardé cette connexion à travers la musique. Et maintenant vous êtes là, ajouta Fléna. La famille de Samona n'est pas perdue après tout. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Paris, tintant de rose et d'or les toits de Montmartre, Richard joua du piano dans la pièce qui avait été aménagée en salon de musique. Ses doigts courant sur les touches, il interpréta un morceau que son père lui avait appris, une mélodie que peut-être Samona avait aussi jouée autrefois. Fléna l'écouta, les yeux fermés, imaginant une jeune Samona au même piano, avant que la vie ne l'endurcisse, avant que la solitude ne devienne son unique compagne. Elle imagina Antoine, loin en Angleterre, jouant peut-être la même mélodie, inconsciemment connecté à sa sœur à travers les notes. Quand Richard termina son morceau, le silence qui suivit semblait chargé de toutes ces possibilités, de toutes ces vies qui auraient pu être vécues différemment. « Je reviendrai, » promit Richard avant de partir. « Si vous le permettez, j'aimerais participer d'une façon ou d'une autre à ce lieu que vous avez créé en mémoire de ma tante. »« Ce serait merveilleux, » répondit sincèrement Fléna. « Je pense que Samona aurait aimé savoir que vous êtes là. » Un tournant inattendu se profile. Richard regarde Fléna avec intensité, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tient le journal de Samona. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-il d'une voix basse. « Mon père m'a confié un secret avant sa mort, quelque chose qu'il n'a jamais pu dire à Samona. » Il hésite, comme si les mots suivants pouvaient changer le cours de l'histoire qu'ils venaient de reconstruire ensemble. Ce secret pourrait expliquer pourquoi Samona est devenue la femme que vous avez connue. Les jours s'écoulèrent, se transformant en semaines, puis en mois. La lumière de Samona devint un point d'ancrage dans le quartier, un lieu où les personnes âgées venaient trouver de la compagnie, où les plus jeunes venaient écouter leurs histoires, où la solitude était momentanément tenue à distance. Richard revint régulièrement à Paris, apportant chaque fois des photos, des lettres, des fragments de l'histoire familiale des Tantos qu'il avait pu reconstituer. Grâce à lui, le portrait de Samona s'enrichissait, se complexifiait. Elle n'était plus seulement la vieille dame amère que Fléna avait connue, mais aussi une jeune femme talentueuse dont les rêves avaient été brisés. Une sœur aimante qui avait porté le deuil de son frère toute sa vie sans savoir qu'il vivait. Le secret que Richard avait partagé avec Fléna ce premier soir était à la fois simple et bouleversant. Antoine, avant de partir à la guerre, avait demandé à Samona de lui promettre de prendre soin de leur mère malade si quelque chose lui arrivait.
Samona avait tenu cette promesse jusqu'à la mort de leur mère, renonçant à sa propre carrière de pianiste, à ses propres rêves, pour honorer la parole donnée à ce frère qu'elle croyait perdu à jamais. Mon père ne s'est jamais pardonné. Cela, avait expliqué Richard. Même sans le savoir, il avait demandé à sa sœur de sacrifier sa vie pour tenir une promesse à un mort qui n'était pas mort. Cette révélation avait permis à Fléna de comprendre encore mieux l'amertume de Samona, cette colère qui semblait dirigée contre le monde entier mais qui, peut-être, n'était qu'un long cri de douleur pour une vie qu'elle n'avait pas eu la chance de vivre. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur la terrasse du café, Fléna reçut un appel de Mathieu. « Maman, j'ai trouvé quelque chose dans les affaires de papa. Je pense que tu devrais le voir. » Ce « quelque chose » était une lettre écrite par Joseph peu avant sa mort, mais jamais envoyée. Une lettre adressée à Samona. « Chère Madame Tantos », commençait la lettre, « vous ne me connaissez pas, mais je suis le mari de Fléna. Les médecins disent que mon temps est compté, et avant de partir, j'aimerais vous demander une faveur. Ma femme est la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Quand je ne serai plus là, je crains qu'elle ne se retrouve terriblement seule. Notre fils vit loin, et Fléna a cette habitude de s'effacer, de se faire oublier. Je sais que vous vivez en face de chez nous, et même si nous n'avons jamais vraiment parlé, je me permets de vous demander, pourriez-vous veiller sur elle, d'une façon ou d'une autre? Je comprendrais que vous refusiez, mais je devais au moins essayer. Avec tout mon respect, Joseph Tartinez. Fléna lut et relut la lettre, incrédule. Joseph avait écrit à Samona, lui avait demandé de veiller sur elle, mais la lettre n'avait jamais été envoyée. Samona ne l'avait jamais reçue. Et pourtant, quelques mois après la mort de Joseph, quand Fléna avait entendu Samona crier et était entrée chez elle pour la première fois, quelque chose s'était mis en place. Non pas à cause d'une lettre jamais reçue, mais par un étrange jeu du destin ou du hasard. Fléna avait pris soin de Samona pendant 15 ans, et sans le savoir, peut-être Samona avait-elle aussi, à sa façon, pris soin de Fléna, en lui donnant un but, une raison de se lever chaque matin, quelqu'un qui avait besoin d'elle quand elle se sentait inutile. Cette pensée fit sourire Fléna à travers ses larmes. Il y avait une symétrie presque poétique dans tout cela. Antoine demandant à Samona de veiller sur leur mère. Joseph demandant à Samona de veiller sur Fléna. Fléna veillant sur Samona. Et maintenant, d'une certaine façon, le souvenir de Samona veillant sur tout ce petit monde qui se réunissait dans la lumière de Samona. Les mois passèrent encore. La bibliothèque s'enrichit, le café accueillit des événements réguliers, concerts de musique classique, Richard jouait souvent, lecture de poésie, exposition d'artistes locaux, ce qui avait commencé comme un hommage à une femme que personne n'avait vraiment connue était devenu un véritable centre communautaire, vibrant de vie et de connexions humaines. Puis un jour de printemps, 2 ans après la mort de Samona, une jeune femme entra dans le café. Elle avait environ 25 ans, des yeux d'un bleu profond, étrangement familier, et une assurance tranquille dans sa démarche. « Bonjour », dit-elle en s'approchant de Fléna qui lisait près de la fenêtre. « Êtes-vous Madame Tartinez, Fléna Tartinez ?» Fléna leva les yeux, surprise. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Clara, Clara Tantos. » Le nom frappa Fléna comme un coup au cœur. Encore un Tantos, qui pouvait-elle bien être? « Je suis la petite fille d'Antoine, » expliqua la jeune femme. « La fille de Richard. Il m'a beaucoup parlé de vous, et de cet endroit, et de ma grand-tante Samona. » Fléna l'invita à s'asseoir, émue de rencontrer cette nouvelle branche de l'arbre familial des Tantos, cette jeune femme qui portait peut-être en elle un peu de Samona sans l'avoir jamais connue. « J'ai apporté quelque chose, » dit Clara en sortant un objet de son sac. C'était un petit bateau en papier jauni par le temps, mais soigneusement préservé. Mon grand-père les faisait naviguer dans les caniveaux après la pluie, quand il était enfant. Celui-ci est le dernier qu'il ait gardé. Mon père a pensé que sa place était ici, avec les souvenirs de Samona. Fléna prit délicatement le fragile bateau, touché au-delà des mots par ce témoignage tangible de l'enfance, partagé d'Antoine et Samona,
de ce lien fraternel que même la guerre et les erreurs tragiques n'avaient pas totalement détruit. « Merci », murmura-t-elle. « Il aura une place d'honneur dans notre exposition. » Clara sourit, et dans ce sourire, Fléna crut voir un écho de celui qu'elle avait aperçu une seule fois sur le visage de Samona, juste avant sa mort. « Il y a autre chose », ajouta Clara. « Je suis pianiste, professionnelle. Je viens d'être engagée par l'Opéra de Paris. » Fléna sentit les larmes lui monter aux yeux. Samona aussi était pianiste. Avant qu'elle ne doive renoncer pour s'occuper de sa mère, compléta Clara. Je sais, c'est en partie pour cela que j'ai choisi cette voie, pour honorer son talent perdu, pour finir ce qu'elle avait commencé. Ce soir-là, Clara donna un concert impromptu dans le salon de musique de la lumière de Samona. Ses doigts dansaient sur les touches avec une grâce et une assurance qui rappelaient à Fléna les quelques fois où elle avait surpris Samona effleurer le piano qu'elle gardait couvert dans son salon, comme un souvenir douloureux d'une vie qui aurait pu être. La musique emplissait la pièce, débordait par les fenêtres ouvertes, se répandait dans le quartier comme une onde de joie pure. Fléna ferma les yeux, laissant les notes la transporter. Elle imaginait Samona, jeune et pleine d'espoir, jouant peut-être ce même morceau dans une salle de concert, acclamée par un public enthousiaste. Elle imaginait la fierté qu'elle aurait ressentie en écoutant sa petite nièce, en sachant que son talent vivait à travers elle. Mais surtout, elle imaginait Samona telle qu'elle l'avait connue, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, sa silhouette voûtée par l'âge et les regrets, et pourtant, à cet instant précis, peut-être apaisée par la musique, par ce lien invisible qui la connectait à son frère perdu, à sa famille qu'elle n'avait jamais connue, et à Fléna, cette femme qui avait choisi de rester quand tout le monde était parti. Quand Clara termina son morceau, le silence qui suivit semblait vibrer encore des dernières notes. Puis les applaudissements éclatèrent, chaleureux et enthousiastes. Le public rassemblé, des habitués du café, des voisins curieux, Mathieu et sa famille, Richard qui avait accompagné sa fille, se leva pour une ovation. La soirée se poursuivit tard dans la nuit. Clara jouant encore et encore à la demande générale, Richard racontant des anecdotes sur son père Antoine, Fléna partageant quelques souvenirs de Samona que seuls ceux qui l'avaient vraiment connue pouvaient apprécier. Pleurera-t-on pour cette femme acariâtre, abandonnée de tous? Le cœur de Fléna se serre à cette pensée, mais un coup d'œil autour d'elle révèle une salle remplie de personnes venues célébrer la mémoire de Samona à travers la musique de sa petite nièce. Est-ce que Samona aurait pu imaginer que sa solitude finirait par créer tant de connexions, que sa douleur silencieuse inspirerait tant d'amour? Le mystère de ses dernières volontés continue de résonner dans le cœur de Fléna comme une mélodie inachevée. À minuit passé, alors que la foule s'était dispersée et que seules restaient les personnes les plus proches, Fléna, Mathieu et sa famille, Richard et Clara, ils levèrent un verre à la mémoire de Samona et d'Antoine, ses frères et sœurs séparés par la guerre mais finalement réunis d'une certaine façon, dans cette maison transformée, dans cette musique partagée, dans ces vies qui se croisaient enfin. À la famille, dit Richard, celle qu'on nous donne à la naissance et celle qu'on se crée au fil du temps. À la famille, répétèrent-ils, tous en chœur. Plus tard, alors que tout le monde était parti et que Fléna s'apprêtait à fermer, la lumière de Samona pour la nuit, elle s'arrêta devant l'exposition consacrée à Samona. Elle y avait ajouté la lettre de Joseph à Samona, jamais envoyée, jamais lue, et pourtant étrangement prophétique. Et maintenant, le petit bateau en papier d'Antoine y trouverait aussi sa place, témoin fragile d'une enfance partagée dans un monde qui n'existait plus. Fléna sourit doucement en contemplant ces objets, ces fragments de vies entrecroisés. Elle pensa à Samona, à sa solitude farouche qui avait fini par créer tant de connexions, à cette femme difficile mais profondément humaine qui, sans le vouloir peut-être, avait tissé autour d'elle un réseau invisible de liens qui continuait à se renforcer, même après sa mort. « Bonne nuit, Madame Samona », murmura Fléna en éteignant les lumières. « Vous n'êtes plus seule maintenant, et grâce à vous, aucun de nous ne l'est non plus.
Le lendemain matin, Fléna se réveilla avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle prépara son café, ouvrit ses fenêtres pour laisser entrer l'air frais du printemps et observa la rue qui s'éveillait lentement. Son regard se posa sur la lumière de Samona, de l'autre côté, la maison autrefois lugubre, maintenant pleine de vie et de promesses. Elle pensa à la lettre de Joseph, à ce souhait qu'il avait exprimé sans jamais l'envoyer. D'une certaine façon, il avait été exaucé, mais pas comme il l'aurait imaginé. Ce n'était pas Samona qui avait veillé sur Fléna, mais Fléna qui avait veillé sur Samona, et en faisant cela, elle avait trouvé un but, une raison de continuer quand la solitude menaçait de l'engloutir. Elle pensa à Antoine, ce frère aimé et perdu, qui avait vécu une vie parallèle en Angleterre, peut-être en pensant parfois à sa sœur, en se demandant ce qu'elle était devenue. Elle imagina sa surprise, son émerveillement s'il avait pu voir sa petite fille Clara jouer du piano dans une maison portant le nom de Samona, entourée de personnes qui connaissaient désormais leur histoire. Et surtout, elle pensa à Samona, elle-même, à cette femme qui avait vécu si repliée sur sa douleur qu'elle en avait oublié comment faire partie du monde, qui avait repoussé les autres avec tant de constance qu'ils avaient fini par la laisser tranquille, exactement comme elle semblait le vouloir, sauf Fléna. Vous étiez la seule personne qui soit restée. La seule qui n'ait pas détourné le regard, avait écrit Samona dans sa lettre. Mais ce que Samona n'avait peut-être pas compris, c'est que Fléna avait besoin de rester autant que Samona avait besoin que quelqu'un reste. Qu'elles s'étaient sauvées mutuellement, à leur manière. Deux femmes solitaires, abandonnées par la vie d'une façon ou d'une autre, qui avaient trouvé un sens dans leur connexion improbable. C'était peut-être cela, la véritable histoire. Pas une histoire de sacrifice unilatéral, mais une histoire de réciprocité inattendue. Cette pensée fit sourire Fléna, tandis qu'elle finissait son café. Elle se prépara lentement, choisissant une robe simple mais élégante. Aujourd'hui, Clara donnerait un concert officiel à la lumière de Samona, le premier d'une série qu'elle avait proposé d'organiser régulièrement. En traversant la rue, Fléna remarqua que les tulipes rouges du jardin étaient en pleine floraison, vibrantes et fières sous le soleil de mai, comme Samona aurait pu l'être si la vie lui avait donné une seconde chance. À l'intérieur, tout était en effervescence. Des volontaires installaient des chaises supplémentaires, d'autres préparaient des rafraîchissements. Richard accordait soigneusement le piano, tandis que Clara échauffait ses doigts avec des gammes. « Bonjour, Fléna », l'accueillit Clara avec un sourire lumineux. « J'ai trouvé quelque chose hier soir dans les archives de l'opéra, une composition inédite d'un certain S. Tantos, datée de 1947. Je pense que c'est de Samona. Elle a dû la soumettre à l'opéra avant de renoncer à sa carrière. » Elle tendit à Fléna une partition jaunissante. Le titre, écrit d'une main ferme et élégante, disait simplement « Pour Antoine, où qu'il soit. » « Je vais la jouer ce soir, » annonça Clara, les yeux brillants d'émotion. Pour la première fois depuis qu'elle a été écrite, pour Samona et pour Antoine. Fléna sentit son cœur se gonfler de gratitude et d'émerveillement. Comment imaginer que cette histoire, commencée dans la douleur et la solitude, puisse connaître un tel développement? Que la musique que Samona n'avait jamais pu jouer résonne enfin, interprétée par sa propre petite nièce qu'elle n'avait jamais connue. Le soir venu, la salle était comble. Des critiques musicaux étaient eux-mêmes venus, attirés par la réputation naissante de Clara et par l'histoire inhabituelle qui entourait cette composition redécouverte. Mathieu et Sophie étaient assis au premier rang avec les enfants, Richard à côté d'eux, ses yeux brillants d'une fierté paternelle évidente. Fléna prit place discrètement au fond de la salle, préférant observer la scène dans son ensemble. Le public était un mélange étonnant. Des personnes âgées du quartier qui fréquentaient régulièrement la lumière de Samona, des musiciens professionnels venus soutenir leurs collègues, des curieux attirés par l'histoire touchante des tantos qui circulaient désormais dans tout Paris. Lorsque Clara s'avança vers le piano, un silence respectueux s'installa. La jeune femme ajusta son siège, prit une profonde inspiration, puis se tourna vers l'audience.
Ce soir, annonça-t-elle d'une voix claire qui portait jusqu'au fond de la salle, j'ai l'honneur d'interpréter une composition qui n'a jamais été jouée en public. Elle a été écrite en 1947 par ma grand-tante, Samona Tantos, une pianiste et une talentueuse qui a dû renoncer à sa carrière. Elle fit une pause, son regard cherchant Fléna dans la foule. Cette pièce s'intitule « Pour Antoine, où qu'il soit ». Antoine était le frère de Samona, mon grand-père, qu'elle croyait mort pendant la guerre, alors qu'il avait survécu sans qu'elle le sache jamais. Ce soir, grâce à l'extraordinaire dévouement d'une femme nommée Fléna Tartinez, nous pouvons enfin réunir symboliquement ce frère et cette sœur séparés par la guerre et le destin. Clara se tourna vers le piano, posa ses mains sur les touches et commença à jouer. Les premières notes s'élevèrent, hésitantes presque, comme des questions lancées dans le vide. Puis la mélodie prit de l'assurance, se déployant en vague d'émotions qui semblaient raconter une histoire sans parole, l'histoire d'un amour fraternel, d'une perte déchirante, d'un deuil sans fin. Fléna ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Elle pouvait presque voir Samona, jeune et douée, composant cette pièce pour le frère qu'elle croyait perdu à jamais, mettant dans ses notes tout ce qu'elle n'avait pu lui dire, tout ce qu'elle regrettait de ne pas avoir partagé avec lui. La composition était à la fois mélancolique et lumineuse, comme si la douleur de la perte se teintait par moments d'une étrange sérénité, d'une acceptation difficile mais nécessaire. Vers la fin, le rythme s'accélérait, devenait presque joyeux, comme si Samona avait voulu terminer sur une note d'espoir, sur l'idée que quelque part, d'une manière ou d'une autre, Antoine était en paix. Lorsque Clara joua les dernières notes, le silence qui suivit semblait chargé d'une émotion palpable. Puis les applaudissements éclatèrent, spontanés et chaleureux. Richard pleurait sans chercher à cacher ses larmes. Mathieu serra la main de Fléna, qui n'avait pas réalisé qu'il s'était déplacé pour la rejoindre. « C'était magnifique », murmura-t-il, « une musique qui transcende le temps et réunit les générations. » Clara joua encore plusieurs morceaux ce soir-là, certains de compositeurs classiques, d'autres de sa propre création. Mais c'est la composition de Samona qui resta dans tous les esprits, qui fit l'objet des conversations animées autour des rafraîchissements servis après le concert. Un critique musical s'approcha de Fléna, carnet de notes en main. « Madame Tartinez, je voudrais écrire un article sur cette histoire extraordinaire, sur la façon dont votre gentillesse envers une voisine difficile a finalement permis de réunir une famille séparée par la guerre et de faire entendre une musique qui aurait pu rester à jamais silencieuse. » Fléna sourit modestement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, monsieur. J'ai simplement été présente pour quelqu'un qui en avait besoin. N'est-ce pas là la définition même de l'extraordinaire dans notre monde où l'indifférence est devenue la norme ?» répondit le critique avec un regard pénétrant. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'était dispersée et que seule restait la famille proche, ils s'assirent tous ensemble dans le salon principal de La Lumière de Samona, savourant un moment de calme après l'intensité émotionnelle du concert. « Que pensez-vous que Samona aurait dit de tout cela ?» demanda Sophie en servant du thé à tout le monde. Fléna réfléchit un moment. « Je pense qu'elle aurait fait semblant d'être agacée par tout ce bruit et cette agitation, » dit-elle avec un petit rire. « Mais je crois aussi qu'une partie d'elle, celle qu'elle gardait si bien cachée, aurait été profondément touchée, peut-être même heureuse. » « C'est étrange, » intervint Clara. « Mais quand je jouais sa composition, j'avais presque l'impression de la connaître, comme si sa personnalité tout entière était inscrite dans ses notes. » Richard hocha la tête. « La musique révèle parfois ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Peut-être que Samona, à travers sa composition, nous a finalement montré qui elle était vraiment, au-delà de l'amertume et de la solitude. Je crois qu'elle aurait été fière de toi, Clara, » ajouta Fléna doucement. « De savoir que son talent vit à travers toi, que sa musique résonne enfin comme elle l'avait imaginé. » Ils restèrent ensemble jusqu'à tard dans la nuit.
partageant des histoires, tissant ensemble les fils épars de leur vie qui, par un étrange concours de circonstances, s'étaient finalement entrelacés pour former une tapisserie plus riche et plus belle que ce qu'ils auraient pu imaginer seuls. Le lendemain, Fléna se réveilla avec une sensation de plénitude qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle s'habilla lentement, savourant le calme du matin, puis traversa la rue pour ouvrir la lumière de Samona, comme elle le faisait chaque jour. En entrant, elle fut accueillie par le parfum frais des fleurs que Clara avait apportées la veille pour décorer la salle de concert. Les tulipes rouges du jardin, coupées et disposées dans des vases, illuminaient l'espace de leurs couleurs vibrantes. Fléna s'assit à sa place habituelle près de la fenêtre, contemplant la rue qui s'éveillait, et progressivement. Elle sortit un livre usé de son sac, un recueil de poèmes qu'elle avait souvent lu à Samona lors de leurs après-midi ensemble. La vieille dame n'avait jamais commenté les poèmes, n'avait jamais exprimé de préférence, mais Fléna avait parfois surpris une lueur d'intérêt dans son regard quand certains vers étaient récités. Tandis qu'elle tournait les pages jaunies, Fléna réfléchissait à tout ce qui s'était passé depuis la mort de Samona, à la transformation de sa maison lugubre en ce lieu vibrant de vie et de connexion, à la découverte de Richard et Clara, ses parents que Samona n'avait jamais inconnus, à la composition musicale qui avait finalement été jouée après plus de 70 ans de silence. Il y avait dans tout cela une sorte de justice poétique, comme si l'univers avait cherché à réparer, d'une manière détournée mais significative, les injustices et les pertes que Samona avait subies. Fléna pensa à la lettre que Samona lui avait laissée. « Je n'étais pas seul à la fin, et c'était grâce à vous. » Ces mots simples mais profonds avaient touché Fléna plus que tous les remerciements élaborés qu'elle aurait pu recevoir. Puis son esprit se tourna vers la lettre de Joseph, jamais envoyée, jamais lue par Samona, mais qui avait néanmoins créé une étrange connexion entre eux tous, comme si Joseph, de l'au-delà, avait guidé Fléna vers Samona, sachant d'une manière inexplicable que ces deux femmes solitaires avaient besoin l'une de l'autre. « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », murmura Fléna, citant Pascal. Peut-être était-ce là l'explication la plus simple, que parfois les âmes se reconnaissent et se trouvent guidées par une logique qui échappe à l'entendement rationnel. Les premiers clients commençaient à arriver, des habitués pour la plupart, qui venaient chaque matin prendre leur café et parcourir les journaux. Ils saluèrent Fléna avec la familiarité chaleureuse qui s'était installée au fil des mois. Madame Beaufort, la boulangère qui avait autrefois mis en garde Fléna contre son dévouement envers Samona, entra avec un panier de viennoiseries fraîches. « Quel concert magnifique hier soir !» dit-elle en déposant son offrande sur le comptoir. « Cette jeune Clara a un talent incroyable, et quelle histoire extraordinaire! Qui aurait cru que notre vieille Samona avait tant de secrets ?» Fléna sourit. « Je crois que nous avons tous nos secrets, Madame Beaufort, et nos histoires inachevées. » La boulangère hocha la tête, soudain pensive. « C'est vrai, j'ai souvent regretté de ne pas avoir tendu la main à Samona, vous savez, de l'avoir jugée sans chercher à comprendre. »« Vous n'avez pas à vous en vouloir, » répondit gentiment Fléna. « Samona n'était pas facile à approcher, elle avait érigé des murs si hauts autour d'elle que peu de gens avaient le courage ou la patience de les escalader. »« Mais vous l'avez fait !» dit Madame Beaufort avec admiration. « Vous avez persévéré quand tout le monde avait renoncé. » Fléna haussa les épaules, gênée par cet éloge. Ce n'était pas du courage, c'était juste de la reconnaissance. Peut-être, nous étions deux personnes seules, et d'une certaine façon, nous nous sommes trouvés. La journée s'écoula tranquillement. Rythmée par les va-et-vient des clients, les conversations animées autour des tables, les pages des livres tournées dans le silence confortable de la bibliothèque à l'étage. Mathieu passa brièvement avec les enfants, apportant des dessins qu'ils avaient faits pour tante Clara, comme il l'appelait déjà affectueusement. En fin d'après-midi, alors que la lumière dorée du soleil couchant baignait la pièce, Richard arriva, l'air à la fois excité et légèrement nerveux. « Fléna, » dit-il en s'asseyant face à elle, « j'ai une proposition à vous faire. » Clara,
et moi avons beaucoup discuté après le concert d'hier. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Nous aimerions créer une fondation, au nom de Samona et d'Antoine. Une fondation qui aiderait de jeunes musiciens talentueux mais défavorisés à poursuivre leurs études, à développer leur carrière, pour que d'autres n'aient pas à renoncer à leurs rêves comme Samona a dû le faire. Fléna sentit son cœur se réchauffer à cette idée. C'est un projet merveilleux, Richard. Nous voudrions que vous en soyez la présidente d'honneur, poursuivit-il. Personne n'a mieux connu Samona que vous dans ces dernières années. Personne n'a mieux compris sa souffrance, ses regrets, mais aussi cette lumière qui persistait en elle malgré tout. Fléna resta silencieuse un moment, émue par cette offre inattendue. « Je ne sais pas grand-chose à la musique, » dit-elle finalement. Richard sourit. « Il ne s'agit pas de connaissances musicales, Fléna. Il s'agit de compassion, de persévérance, de cette capacité que vous avez à voir la valeur en chacun, même quand elle est profondément enfouie. Ce sont ces qualités dont notre fondation a besoin. » Après un moment de réflexion, Fléna hocha la tête. « Dans ce cas, j'accepte avec plaisir. » C'était une nouvelle étape dans cette histoire étonnante qui avait commencé par un cri entendu à travers une rue de Montmartre, par une main tendue quand personne d'autre n'avait voulu voir ou entendre. Le soir venu, lorsque Fléna ferma la lumière de Samona et traversa la rue pour rentrer chez elle, elle s'arrêta un instant au milieu du passage. D'un côté, son petit appartement chaleureux où elle avait vécu tant d'années de solitude, après le départ de Mathieu et la mort de Joseph. De l'autre, cette maison transformée qui portait désormais le nom de Samona, ce lieu de vie et de partage né d'une relation improbable entre deux femmes que tout semblait opposer. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, pensant à tous ceux qui avaient fait partie de cette histoire. Joseph avec sa lettre jamais envoyée, Antoine qui avait survécu sans que sa sœur le sache, Samona elle-même, si difficile à aimer, mais qui, au fond, n'aspirait peut-être qu'à être vue et comprise. « Merci, Madame Samona, » murmura Fléna dans la nuit, « pour ne pas avoir renoncé à moi non plus. » Puis elle rentra chez elle, le cœur léger, sachant que le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de tisser des liens, de créer des ponts entre les solitudes. Ainsi se terminait un chapitre de sa vie, mais un nouveau commençait, riche de toutes ces connexions inattendues, de ces rencontres qui donnaient un sens à son existence. Fléna se sentait profondément reconnaissante pour tout ce que Samona lui avait inconsciemment offert. Non seulement une raison de se lever chaque matin quand la solitude semblait insurmontable, mais aussi, finalement, une famille élargie, un but, une place dans le monde. Dans les mois et les années qui suivirent, la lumière de Samona continua à prospérer, devenant un véritable centre culturel et social à Montmartre. La Fondation Tantos permit à de nombreux jeunes musiciens de réaliser leurs rêves, poursuivant ainsi ce que Samona avait dû abandonner. Clara donna des concerts réguliers dans le salon de musique, attirant un public de plus en plus nombreux, faisant connaître la composition de sa grand-tante à travers la France et au-delà. Elle finit même par l'enregistrer sur un album qui connut un succès inattendu. Mathieu et sa famille s'installèrent définitivement à Paris, renforçant les liens familiaux que la distance avait tant fragilisés. Les petits-enfants de Fléna grandissaient, apportant leur jeunesse et leur enthousiasme à la lumière de Samona. Richard devint un visiteur régulier, cherchant toujours à en apprendre davantage sur la sœur que son père n'avait jamais revue. Il collectionnait les anecdotes que Fléna partageait, les fragments de souvenirs, reconstruisant patiemment le portrait de cette femme complexe qui était sa tante. Fléna continuait à s'asseoir chaque matin près de la fenêtre, observant le va-et-vient des gens dans la rue, lisant, accueillant les visiteurs. Parfois, dans les moments de calme, elle croyait sentir la présence de Samona, non pas comme un fantôme, mais comme une énergie bienveillante, comme si une partie de la vieille dame avait trouvé la paix dans ce lieu qui portait son nom et célébrait sa mémoire. Elle n'aurait jamais imaginé tout cela, dit un jour Richard, en observant la salle pleine de vie et de rire. « Non, répondit Fléna avec un sourire doux, mais j'aime à penser qu'elle l'aurait approuvé, à sa manière. »
Et c'était vrai. Quelque part dans un recoin de son cœur, Fléna savait que Samona, malgré toute son amertume et sa réticence, à montrer ses sentiments, aurait été touchée de voir que son histoire n'avait pas été oubliée, que sa musique vivait encore, que sa solitude avait finalement engendré tant de connexions, tant d'amour. Comme quoi, même les vies les plus difficiles, les plus marquées par la douleur et l'isolement, peuvent laisser derrière elles une lumière qui guide les autres, qui réchauffe les cœurs, qui inspire la compassion et la générosité. C'était peut-être là le véritable héritage de Samona, non pas la maison ou l'argent qu'elle avait légué à Fléna, mais cette leçon profonde que personne n'est jamais complètement perdu, que derrière les apparences les plus rudes peuvent se cacher des trésors insoupçonnés, et que la simple présence, l'acte d'être là, de ne pas détourner le regard, peut parfois faire toute la différence dans une vie. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.